Bon, je ne veux pas jeter un froid tout de suite, mais vous avez compris que c'est un Marseillais qui est entouré par deux Montpelliérains après un match cuisant. Donc, bon, je dis ça comme ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Midi Libre. Je suis ravi de vous accueillir au siège de Midi Libre. Beaucoup connaissent ce journal régional qui a 75 ans d'existence. C'est aussi une vraie plateforme plurimédia puisque nous sommes présents sur l'ensemble des supports numériques actuellement. Et d'ailleurs, ce débat est retransmis en direct sur notre site midilibre.fr. Ravi parce que nous sommes ce soir en partenariat avec l'ARC, la Fondation pour la recherche sur le cancer. Nicolas Rem nous présentera tout à l'heure son rôle, ses activités et puis le pourquoi de cette manifestation de ce soir. Ravi parce qu'on le fait en partenariat, ravi aussi parce que la santé est une préoccupation, vous le savez, des Français. Votre préoccupation, c'est celle aussi de Midi Libre qui a lancé il y a quelques semaines un lab santé, clairement des rendez-vous autour de la santé pour répondre aux questions des citoyens et des lecteurs. Et donc cette manifestation ce soir, cet événement s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Alors, je vais d'abord passer la parole à Nicolas Rem. Vous êtes responsable de l'information du public et de la communication de la Fondation ARC. Bienvenue. Est-ce que vous avez un micro ? Alors, monsieur va vous donner un micro. Première question toute simple, pour tous ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que l'ARC ? Parce qu'on connaît l'acronyme, mais on voudrait bien savoir ce qui se cache derrière ces trois lettres. Alors, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer est une fondation reconnue d'utilité publique. Nous sommes une des principales organisations de lutte contre le cancer en France et notre spécificité, c'est que nous sommes 100% dédiés à la recherche sur le cancer. Donc, c'est-à-dire que nous soutenons des travaux de recherche, nous accompagnons les chercheurs dans la plupart des grands domaines de recherche aujourd'hui, qu'il s'agisse de produire de nouvelles connaissances, par exemple la recherche fondamentale, développer de nouvelles solutions pour les patients, tous les programmes de recherche clinique ou translationnelle, d'accompagner les chercheurs dans leur formation, de donner les moyens aux chercheurs de mener leurs projets. Nous sommes une organisation totalement indépendante, nous travaillons sur tout le territoire, avec tous les plus grands centres de recherche en France dans le domaine de la cancérologie. Notre autre particularité, c'est que nous sommes exclusivement financés par la générosité du public, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans le domaine de la recherche sur le cancer, nous le faisons grâce aux dons et aux legs que nous recevons. Voilà. Alors vous avez parlé tout à l'heure de recherche, c'est je dirais le vocable qu'on utilisera ce soir, la recherche avance, c'est le thème également, le sport face au cancer. D'abord tout simplement, pourquoi cette idée de conférence autour de la recherche qui avance ? Alors, nous avons créé ces rendez-vous il y a maintenant bientôt 2 ans. L'idée, c'est effectivement de permettre au public de rencontrer des chercheurs, de découvrir des projets qui sont menés autour de grands enjeux de la recherche aujourd'hui. Donc, cela peut concerner les traitements. On a fait des conférences sur le domaine de la médecine de précision, sur l'immunothérapie, mais aussi des sujets, comme on va le voir aujourd'hui, qui peuvent concerner différents temps de la lutte contre la maladie. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans le domaine de la recherche sur le cancer. C'est souvent très complexe. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. On peut lire beaucoup de choses sur Internet, dans d'autres outils. Il n'est pas forcément évident d'accéder à des connaissances toujours fiables et de comprendre aussi quelles sont les avancées qui existent. Et donc l'objet de ces rendez-vous, c'est précisément de permettre à des experts de présenter leurs travaux et en même temps d'éclairer sur un certain nombre de sujets les connaissances actuelles et les pistes à venir. Alors, expert que je vais vous présenter dans quelques minutes. Parlons d'abord du thème, le sport face au cancer. Pourquoi cette thématique ? Alors c'est une thématique qui est effectivement très importante parce que elle est à la croisée, je dirais, de toutes les grandes étapes de la lutte contre la maladie. On peut en parler en termes de prévention pour éviter la survenue d'une maladie ou en tout cas réduire les risques de survenue d'un cancer. On peut en parler aussi pour tout ce qui touche la tolérance, l'efficacité des traitements, donc pour les patients. On peut en parler et on en parlera ce soir notamment dans les questions de l'après-traitement aussi, dans tout ce qui va être prévention des récidives, des risques de second cancer, des autres pathologies
pathologies qui peuvent être liées à la prise de traitement ou comment dire, tout simplement à la maladie elle-même. Donc c'est un sujet qui est important, et pour la Fondation ARC, c'est un sujet qui fait partie de on dirait, nos axes stratégiques, notamment celui de la prévention tertiaire. On va en parler plusieurs fois, je pense, ce soir. C'est cette prévention, ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est la prévention des risques, la prévention des récidives, la prévention des seconds cancers ou des autres pathologies, comme j'évoquais, aux problèmes de santé qui peuvent survenir pendant la maladie. Et c'est un sujet qui, pour nous, est très important. Vous connaissez peut-être le plan cancer, qui est un plan qui structure la lutte contre le cancer en France. Et nous sommes en charge à la Fondation ARC d'une action dédiée, justement, précisément à cette question de la prévention tertiaire. Alors vous le disiez, ces rendez-vous ont lieu depuis 2 ans. Vous faites ça dans de nombreuses villes. Pourquoi avoir choisi Montpellier ? Alors si on a choisi Montpellier, déjà c'est parce que la région Occitanie est très active dans le domaine de la recherche sur le cancer. Au niveau de la Fondation ARC, sur ces 5 dernières années, ça représente plus de 180 projets qui ont été soutenus dans la région. Alors précisément pourquoi le thème ici à Montpellier ? Eh bien parce qu'à l'Institut du cancer de Montpellier sont menées des interventions dans le domaine du sport et de l'activité physique. Donc on va avoir un aperçu de cette question-là ce soir. On a aussi la chance d'avoir la possibilité d'élargir ce sujet avec la présence notamment du docteur Sénès à des questions liées à la nutrition. Et nous avons profiter d'une proximité géographique pour inviter le docteur Verschure à être à nos côtés pour parler d'un programme, de programmes qu'il mène auprès des jeunes patients à Marseille. Voilà. Nicolas Rey, merci beaucoup pour ces précisions qui étaient utiles. Alors, à quoi va ressembler notre soirée ? Elle sera riche, vous l'avez compris. D'abord, un temps de présentation de diverses thématiques par nos 3 invités que je vais vous présenter. Et puis, bien sûr, un temps d'échange important, puisque je sais que les questions sont très nombreuses autour de ces sujets. Alors, d'abord, je vous présente nos invités. Tout de suite à ma gauche, donc, le professeur Grégory Nino. Bonsoir. Donc, professeur de l'Université de Montpellier, diplômé en sciences du sport et en psychologie appliquée à la santé. À vos côtés, le docteur Arnaud Verschure, bonsoir, médecin, pédiatre oncologue du service d'hématologie et oncologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis le docteur Pierre Sénès, médecin coordonnateur du département de soins de support et responsable de l'unité de nutrition clinique et gastro-entérologie de l'Institut régional du cancer de Montpellier. Merci à vous 3 d'être présents. Donc je vous propose, professeur Grégory Nino, de nous faire votre présentation. Vous laissez le temps de le faire. Est-ce que vous la connaissez parfaitement sur le bout des doigts ? Vous avez besoin de vous déplacer à mon niveau. Je pourrais même la faire sans diapo si vous voulez, il n'y a aucun problème. Très bien. Pour dire les messages importants. Très bien. Merci. Bien, écoutez, je vous laisse la parole. Je vous en prie. Bonsoir, merci de nous avoir et de m'avoir invité. On va commencer par un petit peu de lexicologie. Je suis désolé, ça va être un peu pompeux, mais c'est quand même important de le dire. Montpellier, donc, ayant battu Marseille 3-0, on était bien dans du sport et je ne parlerai plus jamais de sport. Puisque malheureusement, souvent, on va parler de Monsieur Jourdain qui fait du sport, mais on va changer de catégorie en fait en parlant d'activité physique pour la santé. C'est un élément important. Vous allez voir que dans la recherche sur le cancer, le sport était devenu un loisir ou était un loisir sur lequel on faisait juste ça pour s'amuser et pour avoir une relation sociale, et où cette connotation sportive de performance ne va pas du tout avec l'idée de se soigner. Et l'évolution de la recherche conduit aujourd'hui à ce que l'activité physique devienne un soin de support. Pierre va également en parler et on va tous en parler, mais en tout cas un soin qui est complémentaire au traitement. Et donc le deuxième message extrêmement important, c'est que le sport n'existe plus, mais l'activité physique n'est pas un traitement alternatif du cancer. Et il y a aujourd'hui dans différents secteurs, des réseaux sociaux, d'une presse particulière, une volonté de dire qu'on va faire de l'activité physique une thérapie alternative. Or, il ne s'agit pas de ça. Et depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a des recherches qui sont menées partout, et notamment financées par l'ARC, pour dire que dans le cadre des traitements, il y a effectivement un bénéfice de ces programmes d'activité physique, mais plus n'importe lesquels.
Et plus n'importe lesquels, ça veut dire potentiellement des doses spécifiques, donc des intensités spécifiques, dans des cadres de pratique qui vont être spécifiques et sur lesquels il va y avoir une relation avec des soignants et avec des équipes spécialisées et formées dans cette activité physique. Et on va souvent appeler, ce mot s'appelle activité physique adaptée. C'est un élément extrêmement important. Ce n'est pas encore suffisamment connu et ce sont bien des programmes qui vont être spécifiques avec des visées de santé spécifiques. Vous voulez que je continue à développer? Je vous en prie, oui. Est-ce que tous les cancers, tous les types de cancers sont concernés? Aujourd'hui, oui, dans la mesure où on va améliorer, on va réduire les effets secondaires des traitements. Donc l'activité physique durant les traitements, la réponse est oui, quand on est dans une réduction en particulier. Il y a des preuves scientifiques extrêmement fortes sur la fatigue. Aujourd'hui, faire un programme d'activité physique anti-fatigue, il n'y a plus aucun doute sur le fait que pendant les traitements, il faut faire ce programme-là anti-fatigue. On va également améliorer différents éléments qui vont être l'anxiété, qui vont être la prévention de la fonte musculaire. Assez étrangement, quand on a un diagnostic de cancer, quand on a eu une chimiothérapie, on va se mettre tout simplement en fait, à moins bouger et donc une diminution est importante. Rappelez-vous, il y a quelques années, 25 000 ans, Homo sapiens sapiens faisait entre 25 et 35 km par jour. Il a continué à bouger énormément, cet Homo sapiens sapiens, jusqu'à quasiment 2 siècles. Et puis la réduction a été très importante. Et aujourd'hui, en moyenne, nous tous, on fait entre 3 et 5 km par jour. Et pour un patient, lorsqu'il y a un diagnostic et un traitement, que ce soit une chirurgie, que ce soit une chimiothérapie ou une radiothérapie, on estime que la dépense énergétique est équivalente à 1 km par jour. Donc en gros, il y a non seulement une difficulté à bouger, mais en plus en fait une réduction de ce niveau d'activité physique et donc une sédentarité accrue qui va amener une fonte musculaire et qui va amener un certain nombre de dégradations complémentaires. Et donc le programme d'activité physique est à la fois là pour lutter contre des symptômes de la maladie et des effets secondaires des traitements, mais aussi pour prévenir durant les traitements cette sédentarité. Et aujourd'hui, de nouveaux travaux, et vous l'avez très bien dit, vont s'intéresser à, c'est très bien de travailler durant les traitements, mais la grande problématique est de savoir sur l'après-cancer, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement là, il y a plein d'interrogations en fonction des cancers sur le rôle de l'activité physique. Est-ce que c'est une activité physique uniquement de, on va dire, de maintien ou potentiellement qui aurait un niveau et un effet sur la tumeur? Et ça va être un élément majeur. Et donc, on a été financé par l'ARC sur une étude mondiale. Donc, il y a des études précises. Exactement. Donc, une étude mondiale qui est menée et qui a été conçue à Edmonton, au Canada, et qui est aujourd'hui en Australie, qui est aujourd'hui en Allemagne, en Angleterre, et également ici à Montpellier, au centre anti-cancer, donc à l'ICM, et sur lequel, donc dans ce cancer du côlon spécifique, l'idée n'est plus de simplement montrer qu'il y a des bénéfices, on va dire, sur la santé générale ou des bénéfices sur la prévention de la sédentarité, mais bien sur potentiellement la prévention de récidive du cancer. Et ça, c'est très très nouveau, ça n'existait quasiment pas. On va le reprendre avec Pierre, mais en tout cas, beaucoup de questions scientifiques sont posées autour de ça. Est-ce que l'activité physique a potentiellement un effet non pas de traitement du cancer, mais bien de prévention d'une récidive du cancer? Et pas mal d'études qu'on appelle de cohortes, sur lesquelles on a suivi des patients, ont indiqué, et on le voit tous les jours dans la presse, des grands messages en disant « si vous faites de l'activité physique, vous allez prévenir une récidive du cancer entre eux », et vous voyez des articles qui sortent en disant 30%, 70%, 80% de prévention des récidives du cancer. Oui, mais quel cancer, comment et quelle activité physique? Et tout l'enjeu est de savoir précisément quelle va être la dose, la fréquence. Et donc, au centre ICM, il y a une étude dont un des médecins responsables, donc c'est le responsable de l'ICM qui s'appelle Marc Ichou. Donc, on inclut des patients. Dans cette étude mondiale, il y aura 975 patients qui vont être inclus et sur lesquels on va les suivre pendant 10 ans. Donc vous voyez, c'est très très long, c'est des études qui sont très très longues
pour voir à quel point on peut prévenir des récidives de cancer. Étude lancée, qui va être lancée? Elle est lancée depuis, ça fait déjà un petit moment au Canada, et donc elle est lancée à Montpellier depuis 2 ans, et elle a réellement accéléré avec l'aide de Jonathan Maury, ici présent, en particulier, je vous remercie d'être là, mais pour avoir des pratiques d'activité physique. Et si vous voulez, c'est un changement radical aussi des centres de cancer, Pierre va aussi en parler, j'imagine, mais sur lequel ces centres anti-cancer étaient focalisés sur, on va dire, la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Et tout d'un coup, on doit déplacer des murs pour arriver à faire de la pratique soit directement dans le centre, soit à domicile du patient. Et comment on va faire pour faire ces pratiques, les suivre? Il y a tout à imaginer, potentiellement, que des startups, des solutions numériques vont être aussi des éléments importants pour pérenniser. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ça a adapté aussi les équipes, les traitements, la manière de penser le traitement et l'après-traitement. Exactement, c'est la raison pour laquelle on parle de soins de support durant la phase de traitement et ensuite de l'après-cancer et de stratégies spécifiques de prévention des récidives, mais potentiellement aussi pour des patients qui ont des cancers plus avancés, comment on va faire en sorte de faire des pratiques qui vont avoir quand même un bénéfice sur la santé sans nécessairement parfois agir sur la tumeur. Et puis vous le dites aussi, je pense que beaucoup se posent la question, chaque cancer est unique, chaque cas est unique. Alors, chaque cancer est unique, chaque personne est unique, mais par contre, l'activité physique, on va personnaliser. Les soins sont en train, les traitements aujourd'hui sont de plus en plus personnalisés, parce que les cancers sont identifiés de façon plus ciblée, mais, et c'est tout l'enjeu de nos recherches à Montpellier et sur ce qu'on mène à l'Université de Montpellier, c'est de dire que ce n'est pas n'importe quelle activité physique. Et il y a 2 points importants dans la littérature qui ont été signalés. C'est qu'on parle toujours, et donc vous avez un document de l'ARC qui est à l'entrée, où vous verrez « bouger plus ». Et ce message-là est vrai, nécessaire, mais plus suffisant. Puisqu'effectivement, il va y avoir demain des doses plus spécifiques pour des cancers spécifiques sur lesquels il va falloir augmenter la dose de façon significative et sur lesquels des recherches sont en train de montrer qu'il ne suffit pas de faire de la marche. Et dans beaucoup de cas de figure, la marche ne fait, pour être très très schématique, ne fait fonctionner que des fibres de type 1, donc des fibres de marathonien, et ne fait fonctionner qu'une voie métabolique particulière, et des travaux montrent qu'il faut faire aussi du renforcement musculaire. Et tout d'un coup, on se rend compte que s'il faut faire à la fois fonctionner ces 2 types de fibres musculaires, il faut aussi avoir de l'alimentation peut-être plus spécifique et repenser également les modes alimentaires associés à son activité physique. Donc tout d'un coup, on rentre dans des cocktails personnalisés, ciblés, sur lesquels les effets sont potentiellement bien plus fort, et c'est tout l'enjeu de cette recherche mondiale. Et les travaux ont été multipliés par à peu près 10 depuis une quinzaine d'années, avec des études cliniques extrêmement rigoureuses. J'aimerais dire un dernier point, mais peut-être qu'on en reviendra sur le débat, mais on était aussi dans des études qui étaient uniquement de cohorte, où on suivait des patients dans le temps, et on pouvait inférer, on pouvait déduire que c'était potentiellement l'activité physique qui avait un rôle. Et aujourd'hui, on fait des essais randomisés contrôlés, c'est-à-dire des essais cliniques sur lesquels, exactement comme sur le médicament, on va pouvoir tester un programme d'activité physique A par rapport à un programme d'activité physique B et montrer quels sont les bénéfices. Et ça, c'est aussi des choses, ce sont des révolutions récentes parce que c'était très difficile il y a quelques années de faire ce genre de recherche. Alors, je dirais que le docteur Verschure pourrait plus spécifiquement répondre à la question que je vais vous poser, mais j'aimerais bien avoir votre réponse sur il y a des cancers adultes, il y a des cancers pour les enfants, tout ce que vous développez autour du sport. Docteur Verschure, vous pourrez évidemment en parler. Activité physique, l'activité physique. Qu'est-ce qui est différent pour ces publics-là, adultes, enfants, plus jeunes? Est-ce que l'activité physique est différente? Alors, je ne travaille spécifiquement que sur les adultes, donc je sais, mais il est bien clair que vous allez répondre mieux que moi, mais les cancers sont de nature vraiment différente entre le cancer de l'enfant et le cancer de l'adulte. Et vraiment, je ne voudrais pas faire d'amalgame entre les deux. Effectivement, vous allez avoir des activités physiques spécifiques, mais on est vraiment dans d'autres types de nature de cancer et donc sur les modalités qui sont vraiment différentes. Alors, docteur Verschure, peut-être c'est à vous que je passe la parole sur peut-être l'accompagnement par le sport des enfants. Par l'activité physique. L'activité je rejoins physique. Grégory Nino, tout à fait.
Et si je peux avoir mes quelques diapos, ça pourrait peut-être m'être utile. Je peux le faire moi-même. Hop. Alors, il y en avait combien à peu près 7, 8, vous pouvez passer. Donc, juste pour être un peu précis, on va reculer. Voilà. On commence par là. Juste pour être précis, hein, avant de revenir à la question, l'oncologie, l'hémato-oncologie pédiatrique est relativement rare en France, heureusement, puisque le cancer de l'enfant concerne 1% des cancers de l'espèce humaine en France. Il n'empêche qu'il apparaît chez à peu près 2200 patients par an, ce qui fait que toutes les 3h30, un patient confronté à un diagnostic de cancer. Il y a des différences, il y a des similarités avec les tumeurs de l'adulte, mais il y a beaucoup de différences dans la mesure où les sous-types de cancer chez l'enfant sont très souvent très différents par rapport à ceux qu'on observe chez l'adulte, ce qui veut dire que la prise en charge est différente par rapport au traitement déjà, outre le fait que bien sûr l'accompagnement d'un enfant de 2 ans n'a peut-être pas grand-chose à voir à un accompagnement d'un sexagénaire ou autre. Il y a une autre différence que j'aime souligner, c'est que, pas pour faire le fier du tout, mais le taux de guérison, tout cancer confondu en pédiatrie, étant à peu près 60 sous-types de cancer, est aux alentours de 82% au long terme. Avec donc des enfants qui seront guéris au long terme, ad vitam, avec une espérance de vie qui sera presque aussi longue que leurs pères qui n'ont pas eu de cancer. Et donc, le concept que ma génération d'oncologues a bien développé et continue à développer, c'est de limiter les séquelles du traitement, qui passe également par l'activité physique pour faire en sorte que ces séquelles sont au moins possibles, que la qualité de vie augmente, et pourquoi pas par l'activité physique, puisqu'il y a en effet des études qui ont démontré que certains éléments de la qualité de vie augmentent par le biais des activités physiques. Et puis, il est clair que par rapport à la réduction de récidives ou de tumeurs secondaires, le fait que notre population est relativement limitée, la population pédiatrique, ça va nous limiter aussi dans notre puissance de pouvoir mettre en œuvre cette conséquence. Il n'empêche que depuis 2005, on a mis en œuvre un projet d'activité physique dans le service à la Timone, avec un partenariat très fort avec l'association Sourire à la vie, qui ont actuellement une équipe à l'hôpital et dans la maison qui s'appelle le Phare des Sourires, qui est dans le port de Marseille, avec un nombre conséquent de jours d'accompagnement à l'hôpital, moyennant une salle de sport qu'on a créée il y a 4 ans dans le service, avec près de 2000 séances d'accompagnement physique ou d'activité physique dans cette salle de sport, ou même dans la chambre du patient s'il n'est pas en mesure de se déplacer dans la salle de sport. Avec donc toute la gamme de tumeurs qu'on peut observer, je ne sais pas s'il y a du rouge, il y a du rouge, en oncologie pédiatrique, vous voyez que ce sont quand même essentiellement des tumeurs qu'on voit un peu moins chez l'adulte, avec des patients qui sont en première ligne de traitement, mais aussi avec des patients qui sont en soins palliatifs. Nous avons eu l'expérience qu'en effet, ces activités sportives, soit à l'hôpital, soit à la maison, faire des sourires, soit sur le catamaran qu'on a emprunté pendant des années pour faire des sorties en Corse avec une douzaine d'enfants par séjour, passant par des activités physiques sur le catamaran, de la natation, mais aussi 2 séances de PPJ par jour pour augmenter l'activité physique, l'endurance, etc. Donc, notre impression était ça fait du bien, ça requinque, ça rebooste, etc. Mais bien entendu, nous étions, comme nos collègues oncologues médicaux, intéressés de mettre en œuvre cela de façon scientifique. Donc on a eu une petite série pilote
qu'on a mise en évidence pendant un séjour en chien de traîneau qu'on a depuis une dizaine d'années dans le fin fond de la Laponie, avec une petite équipe de 11 enfants. Mais déjà, dans cette étude pilote, on a pu démontrer que certains paramètres purement physiques, mais aussi psychologiques, s'amélioraient grâce à ce programme d'activité physique. Ce qui a par la suite donné lieu à l'étude Air Sourire, recherche sourire, soutenue par la Fondation ARC, pour justement mettre en évidence ces aspects ou ces conséquences d'un projet bien défini et bien validé sur certains paramètres physiques, psychologiques, qualité de vie, etc. Donc nous avions considéré qu'il serait intéressant de faire ça par le biais d'un essai randomisé. Pourquoi ? Parce que les études qui ont été menées en pédiatrie jusqu'à là consistaient d'une part essentiellement des études chez les patients après le traitement, ça d'une part. D'autre part, essentiellement sur des cohortes de patients atteints de leucémie, puisque un tiers des patients en pédiatrie est atteint de leucémie, et donc n'ont pas de tumeur solide. Et l'aspect d'activité physique pendant le traitement nous intéressait davantage pour justement essayer de voir quel serait l'impact sur les effets secondaires et le comportement de la tumeur chez ces cohortes-là. Donc ça a donné lieu à une étude qui a été montée il y a 3 ans, randomisée sur l'aspect est-ce que on vous propose, vous en tant que patient, le projet immédiatement quand vous êtes dans le service et vous attaquez votre traitement, ou est-ce que vous êtes randomisé, donc tiré au sort, pour participer à ce projet de façon différée, pour voir si justement cette proposition précoce peut limiter certains effets secondaires ou autres aspects de l'ensemble du bien-être du patient. Donc il y a des critères d'inclusion, comme dans un protocole de recherche clinique, avec des consentements, avec un CPP qui s'est prononcé, avec des stratifications bien réfléchies, avec notamment des sous-groupes de pathologies, puisqu'on n'est pas que dans des leucémies. Et puis cette étude a été réalisée ces dernières années avec tous ces paramètres qui ont été étudiés. La randomisation et les inclusions ont été terminées récemment. La personne qui est en charge, Clotilde Vallet, qui est issue du STAPS et qui fait un master, a récemment accouché, donc on attend avec impatience l'analyse de ces résultats-là. Mais il est clair que déjà, on a l'impression que certains facteurs sont déjà améliorés dans les 2 corps des patients et que pour certains éléments, il y a peut-être en effet un effet bénéfique pour le projet, pour les inclusions précoces. Peut-être les facteurs qui positifs, vous disiez que ça a influé sur quelques facteurs, lesquels ? Donc pour nous, on a déjà clairement l'impression et mise en évidence que sur l'estime du soi, il y a un facteur positif de cette intervention, qu'il y a dans certains éléments de qualité de vie où il y a toute une tripotée de batterie de paramètres, il y a certains paramètres qui sont améliorés par cela, ce qui paraît logique, mais autant aussi le mettre en évidence, et que l'endurance et certains facteurs de tout bêtement fréquence cardiaque après intervention sont abaissés par le fait de faire régulièrement de l'activité physique. Donc la traduction ensuite, il faudra encore la définir et la mettre en œuvre, mais c'est des premiers pas qui sont quand même tout à fait intéressants. Ces protocoles-là, ces suivis-là, ces accompagnements-là, est-ce que c'est la règle dans tous les hôpitaux ? Parce que c'est une question qu'on pourrait se poser. Vous, c'est la Timone, on sait les performances que sont celles de cet hôpital. Est-ce que c'est le cas partout en France ? Alors pas du tout. Le fondateur de cette association, Frédéric Soto, n'avait aucun lien avec le cancer de l'enfant et s'est posé il y a une douzaine d'années dans le service pour commencer à réfléchir à ça. Le concept étant maintenant bien développé sur Marseille, ça donnait lieu à une réflexion plus large et nationale. Donc il y a une antenne à Nice qui a été lancée. On reste pour l'instant sur PACA. Mais l'idée
a été déjà partagé avec certains centres en Île-de-France et dans l'Ouest pour pouvoir faire profiter d'autres patients et d'autres institutions des avancées quand même qu'on a pu développer. Donc ça signifie que c'est quand même très récent tout ça et que ce n'était pas dans l'esprit des médecins ou dans des hôpitaux ou... Oui et non, c'est quand même quelque chose qu'on a développé il y a une bonne dizaine d'années. Les premières études en pédiatrie datent de 2005 à peu près, enfin les publications, donc les études début 2000. Donc c'est relativement récent. L'ARC, peut-être du côté de l'ARC, si vous me permettez, juste pour relancer, est-ce que vous soutenez ce type d'action? Oui. Là aussi, c'était une évidence et c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années. C'est quelque chose de récent aussi, ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans l'émergence d'un sujet de recherche. Avec des approches qui sont très neuves. Donc nous-mêmes, il a fallu avoir une réflexion sur notre propre stratégie scientifique, etc., pour être en situation de faire évoluer aussi nos financements vers ce type d'études, pour pouvoir aller aussi, on a parlé de qualité de vie, on a parlé de l'après-traitement, on a parlé de la qualité de vie pendant le traitement. Ce sont des sujets qui n'émergeaient pas forcément de manière évidente dans tous les projets. Aujourd'hui, il y a la possibilité effectivement de présenter ce type de projet. C'est un vrai sujet de recherche. L'enjeu, c'est de le passer effectivement à terme de plus en plus dans la prise en charge en fonction lorsque les résultats sont concluants. Et finalement, pour nous, d'un point de vue de notre réflexion scientifique, sont des sujets qui rejoignent les autres sujets que l'on a sur des questions de diagnostic, de traitement, etc. Parce qu'on a parlé de personnalisation, ouais. On voit bien que, y compris dans le domaine de l'activité physique, on est exactement dans les mêmes problématiques de jouer sur toutes ces différences qu'il y a entre les types de tumeurs, entre les patients. Alors, on ne parle même pas de la question, effectivement, entre enfants et adultes, évidemment, ce sont des sujets sur lesquels on est très impliqués. Je rebondis juste, oui. En effet, sur la systématique de prise en charge. C'est actuellement, comme dans le service de Grégory Nino, j'imagine, ça fait partie de la prise en charge. On propose ça depuis J1, J2, peut-être J3, mais ça fait partie de la prise en charge qu'on propose. Alors, il y a des patients qui disent l'activité physique, c'est vraiment pas mon truc, je veux rester dans ma chambre avec mon ordi, etc. Mais on insiste quand même pour proposer ce projet-là. Docteur Lino, puis j'avais une autre question, allez-y, je vous en prie. Vous voulez peut-être réagir? Je voulais juste dire que c'est par les progrès des traitements que finalement, on arrive aujourd'hui à se poser la question de la vie et de la durée de vie et de la qualité de vie, et que ces soins sont en train d'émerger et d'être mis en routine, et qu'on est en train de passer de pionniers de la recherche qui ont commencé à démontrer en France ça a vraiment démarré que dans les années 2010. Le chercheur le plus connu au monde s'appelle Kiri Kourneya, il est au Canada, il est à 200 publications et il a 55 ans. Il est encore... Enfin, c'est tout jeune, ce sujet est tout jeune. Et l'élément aujourd'hui qui est, on va prescrire, donc avec le sport sur ordonnance, je préfère le terme, employer l'activité physique sur ordonnance, mais en tout cas sur lequel on est en train de rentrer sur un soin. Et effectivement, cette évolution est une révolution, une profonde révolution des lieux physiques des établissements qui n'étaient pas préparés, mais aussi des oncologues qui tout d'un coup découvrent tous les soins de support. C'est une profonde évolution. C'est important de dire que, pardon pour le terme, c'est pas une lubie. C'est vraiment désormais, c'est ce que vous êtes en train de dire, intégré dans un processus, dans un protocole, c'est un vrai traitement que l'activité physique. Une différence entre les enfants et dans des services d'oncologie pédiatrique, comment on aborde le sujet avec les enfants? Parce qu'avec un adulte, bon, on discute, on répond, on réfléchit, on se dit, en effet, c'est nécessaire pour moi de prendre ce protocole. Mais avec les enfants, comment on traite? Est-ce que c'est différent? Déjà, je pense que assez souvent, les enfants sont peut-être moins difficiles à convaincre, puisque ça fait peut-être très souvent partie déjà de leur quotidien avant de tomber malade. C'est pas systématique, mais c'est peut-être quand même le cas. Et puis, on le présente quand même comme un projet ludique pour les petits et pour les grands. On peut tout à fait échanger de l'utilité de ce projet par rapport à leur traitement, les effets secondaires, long terme, etc. Il faut quand même savoir que dès la relative petite enfance, on arrive à échanger avec des enfants par rapport à leur maladie. Ouais. Et donc les effets secondaires
et donc le futur. Je vais passer la parole à Pierre Sénès. Vous avez, je crois, un micro. Alors, vous aviez peut-être une présentation. On va peut-être prendre la... Une diapositive. Oui, vous m'avez dit que vous pouviez rester 2 heures sur la diapositive. Je crois que je peux vous faire confiance sur le sujet. Alors, avant de vous poser des questions, je vous laisse parler. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Bien, d'abord, je voudrais remercier l'ARC parce que c'était grâce à ces associations comme l'ARC, la Ligue, je me permets de faire la publicité pour toutes ces associations qui nous aident et qui aident les chercheurs et les cliniciens à avancer au quotidien. Et ces associations, elles fonctionnent par les dons. Et donc, sans les dons, sans vous tous et toute la population, eh bien, en fait, on serait très limité pour avancer dans la recherche. Encore plus dans les soins de support. Parce que les soins de support, on est la nutrition, l'activité physique, tout ce qui n'est pas chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, ces spécialisations, ces progrès, évidemment, dans chacune de ces spécialités, on a progressé depuis des années et on a gagné en quantité de vie, en qualité de vie, en temps d'hospitalisation au fur et à mesure du temps. Mais lorsqu'on travaille sur les soins de support, dans la prise en charge globale du patient, l'idée c'est de permettre des retours à domicile plus rapides, aussi d'essayer de gagner de la quantité de vie. Et en fait, on se trouve en concurrence directement dans les appels à projets avec la radiothérapie, la chirurgie ou la chimiothérapie. Et c'est quelquefois très difficile d'aller chercher des budgets. Donc merci, grâce à ces associations, on peut maintenant émerger et proposer des projets d'envergure. Je voudrais aussi vous dire, je profite de ce temps de parole pour sortir un petit peu de la diapositive, mais pour vous dire que quand même il y a des choses qui préviennent le cancer. La vaccination contre le papillomavirus, par exemple, ça marche, donc faites-le. Le dépistage du cancer en Languedoc-Roussillon et en Occitanie, on est mauvais. On a 30% de dépistage dans le cancer du côlon, c'est mauvais. Si on faisait 100% de dépistage, on réduirait de 60% la mortalité du cancer du côlon. C'est juste une honte de ne pas faire ça alors que c'est financé par l'État et que c'est gratuit. Donc, pareil pour la mammographie, il faut participer. Les frottis, c'est pareil. Je me permets de faire un petit coup de... Merci pour ce parce que je message. sentais qu'on dormait un petit peu dans la salle, donc je réveille un peu l'Assemblée. Voilà, sur ce coup. Merci Bien. beaucoup. Ensuite, maintenant, parlons un peu de la recherche, parce que c'est très... Et là, je reconnais que les journalistes ne sont pas obligatoirement aidants sur ce coup-là pour les informations. Mais c'est normal, peut-être il n'y a pas l'information assez claire. Alors cette diapositive a pour but, un but très ambitieux, d'essayer de clarifier les idées, parce que l'alimentation, c'est un truc très pratique, parce que c'est à la fois dans la prévention générale dans la population, jusqu'à après la maladie et pendant la maladie. Ça donne ainsi une vision de la recherche très transversale, chose qu'on n'a pas toujours. Quand on est dans le médicament, on est dans la thérapie, on est malade, on a un traitement, et comment ça marche la recherche? C'est très facile, on compare. Voilà. Le but de cette diapositive, c'est ça, c'est-à-dire d'essayer de donner des notions de prévention et de traitement à visée de recherche. Première colonne à gauche, la population générale. On est dans la population qui n'est a priori pas malade, ou si on est malade, on ne le sait pas. Je vous souhaite de ne pas être malade. C'est un collectif, c'est de la santé publique. Évidemment, il n'y a pas d'études randomisées là-dedans, on ne va pas vous tirer au sort. La randomisation, c'est le tirage au sort, vous savez. Donc si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. Hein. Et puis, donc du coup, comme il n'y a pas de tirage au sort, ben, il n'y a pas de preuve formelle. Quand on vous dit le brocoli prévient du cancer, soit vous avez une étude comparative avec le brocoli, je mange du brocoli, je ne mange pas du brocoli, soit vous n'avez pas d'étude, et c'est une vaste fumisterie. Ce sont des études de cohorte qui sont bien gentilles, et c'est bien d'avoir des grandes études de cohorte, mais ce ne sont pas c'est pas formel comme information. Il va falloir un panel, une quantité assez importante d'études qui aillent dans le même sens, si possible dans plusieurs pays avec des expériences différentes et des façons de faire différentes pour amener une information assez forte et un bruit de fond assez fort, cohérent, pour qu'on puisse dire à un moment donné, tiens, ça a l'air de marcher ce truc-là. Pour autant, on peut se planter, et très sévèrement. Par exemple, dans les études de cohorte qui avaient été menées il y a quelques années et qui continuent sur la prévention du cancer en enquête, on fait des enquêtes de population. Moi, je suis de Capendu, un petit village de l'Aude, je prends Carcassonne chaque fois comme exemple. 50 000 habitants, j'interroge les gens de Carcassonne, et puis derrière, je regarde ce qu'ils deviennent 5 ans après en termes de cancer, maladies cardiovasculaires, ce que vous voulez. Et ceux qui ont des maladies, je regarde quelle alimentation ils ont par rapport à ceux qui n'ont pas la maladie. Et tiens, on s'est dit, ah mais tiens, la carotène, ça a l'air vraiment très intéressant, et ça a l'air de prévenir le cancer. À force de faire des enquêtes, on trouve un peu les mêmes trucs. Et donc on s'est dit, tiens, on va sortir des gélules enrichies en carotène qui vont peut-être prévenir le cancer. Et on les a testés. Non seulement ça ne prévient pas le cancer, mais en plus ces compléments alimentaires peuvent favoriser le cancer dans certaines populations. Ça veut dire qu'il faut être très vigilant dans les informations. Et que si demain vous avez une étude de cohorte qui vous dit faire du cheval prévient le cancer, je dis n'importe quoi évidemment, eh bien attention, c'est peut-être faux. Et peut-être qu'au contraire, vous allez tomber plus souvent et vous faire plus souvent mal.
Voilà, donc vous voyez, donc les études de cohorte, ce n'est pas des preuves formelles. Si vous voulez savoir, il faut partir sur des études randomisées, ce qui n'est pas si simple à la population générale. Bien, ça c'est la première. Malgré tout, il y a des actions qui m'intéressent beaucoup parce que je trouve que c'est des efforts de chacun pour avancer dans la science. Je soutiens l'étude Nutrinet Santé, par exemple, qui est une enquête nationale, une cohorte nationale coordonnée par le professeur Herberg à Paris, qui est une cohorte dans laquelle vous pouvez rentrer, c'est gratuit, tout le monde peut participer, on vous questionnera sur ce que vous mangez, et on vous suivra dans le temps, et vous remplirez vos informations au fur et à mesure, et vous participerez gratuitement à de la recherche. Je soutiens aussi le logo NutriCode, qui est quelque chose qu'a développé aussi Serge Herberg pour essayer de clarifier l'information des aliments. Évidemment, plus c'est rouge, comme les pâtes à tartiner, moins c'est bon, et plus c'est vert, comme le brocoli, meilleur c'est. Donc, globalement, ça le fait. Mais après, je soutiens un logiciel, une application qui s'appelle Yuka, qui est aussi développée dans le même concept avec le Nutri-Score. Et puis, le grand défi Vivez Bouger, parce que ça, c'est poussé par Epidor, ça vient du Canada, c'est poussé par Epidor à Montpellier. Et le grand défi Vivez Bouger, c'est motiver des enfants à l'école, parce que je crois que la motivation familiale passe d'abord par les enfants si on le peut, motiver des enfants dans les petites classes pour qu'ils arrivent à convaincre leurs parents et leurs familles à bouger et à faire de l'activité physique. Ça, c'est le grand défi Vivez Bouger. Et là, je vais laisser quand même un petit mot à une maman, parce que je la connais, parce qu'on a organisé un congrès ensemble du MCI Congrès, Karine Karayev. Et Karine, là, ces enfants qui ont fait le grand défi Vivez Bouger, qui étaient dans une classe où il y en avait, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 enfants qui sont dans ce programme-là, qui est un programme qui a vocation à s'étendre à toute la France progressivement. Vous nous en parlerez tout à l'heure, si vous voulez bien. Tu as parlé tout à l'heure. Très bien. Oui, puis je vous laisse terminer. Là, on est parti pour 2 heures, là, donc autant que je laisse quelques pauses quand même. Donc allez-y, là. Donc après, dans la partie patient qui est claire pour tout le monde, je suis malade et c'est une parenthèse. Une parenthèse dans mon parcours de vie, tout d'un coup, j'ai la maladie. Qui j'espère se ferme, qui peut durer. Là, les questions qu'on se pose, c'est comment répondre à ces questions. C'est simple, là, on fait des études randomisées. Je tire au sort. Et j'apporte une réponse qui se voudrait être formelle. Elles sont formelles uniquement si les études réalisées ont des réponses claires à une question et répondent uniquement à cette question. 95% des papiers dans les études randomisées ne posent pas la question et ne répondent pas à la question. Ils répondent à plein de questions que l'on met à côté. Je fais une étude sur la toxicité, mais mon résultat est négatif sur la toxicité. Mais par contre, je vais vous parler de la survie, je vais vous parler de plein de choses que j'ai étudiées dans l'étude, mais je ne réponds pas, surtout pas à mon truc qui est négatif, au cas où il ne serait pas publié. Et je publie parce qu'il y a plein de journaux disponibles qui permettent de publier partout dans le monde aujourd'hui. Et on me sollicite tous les jours, j'ai 2-3 mails pour publier dans une revue. On peut publier, on peut faire que ça, hein. C'est assez intéressant comme truc. Et donc voilà, et ça par contre, eh bien il y a là-dedans, évidemment c'est compliqué, un peu plus compliqué, il faut être un petit peu plus initié pour regarder ça. Et c'est pour ça qu'il y a des recommandations. Et là aussi, comme tout à l'heure, vous avez des choses qui sont de façon surprenante, négatives, extrêmement délétères pour les malades, potentiellement. J'ai pris l'exemple du jeûne. Et puis il y a des choses innovantes comme l'immunonutrition, parce qu'avec la nutrition, on peut moduler l'immunité et essayer d'améliorer les choses pendant les traitements. Je ne vous parlerai pas de l'immunonutrition, quelque chose d'un peu particulier, mais le jeûne, par exemple, c'est amusant, vous voyez. Le jeûne, c'est typiquement l'effet marketing. C'est-à-dire que il y a au monde, zéro étude randomisée dans le jeûne. Zéro. Il y a plein de choses chez l'animal. Alors tout le monde veut que l'animal soit comme l'homme. Et chez l'animal, c'est intéressant parce que quand vous regardez les papiers, que vous êtes vraiment curieux et que vous êtes honnête, ben vous avez autant de papiers qui sont positifs que de papiers qui sont négatifs ou de papiers qui sont neutres. Vous trouvez ce que vous voulez. Toujours les réponses à vos questions, bien évidemment. Ça va de soi. Hein. Vous trouvez toujours la bonne réponse à la question. Et puis, eh bien là, dans le jeûne, zéro étude randomisée. Il y a un type qui s'appelle Longo aux États-Unis qui a fait 10 patients qui ont fait du jeûne avec des chimiothérapies différentes, des effets différents. Et ce type, tout d'un coup, dit, il y a des patients qui sont mieux en faisant le jeûne. Il fait le buzz, tout le monde en parle, ça se met en pratique, il y a des cliniques qui s'ouvrent sur le jeûne et qui font du marketing sur le jeûne. Ils font juste de l'entrée financière, c'est tout. Pour autant, le patient, est-ce qu'il est bien pris en charge ou pas? J'en sais rien. Il n'y a pas d'études. Je ne sais pas si c'est délétère, si c'est dangereux. Ça ne l'est pas. Il y a des études qui montrent que ça peut être dangereux avec de la perte de poids, de la dénutrition, mais il n'y a pas d'études randomisées de bonne échelle, de bonne envergure. Même les études qui sont en cours lancées au niveau mondial, il y en a une quinzaine peut-être maintenant, il n'y en a pas une sur la survie. Il y en a zéro sur la survie. Donc c'est compliqué de le faire. Et il n'y en a aucune, il y a de la faisabilité, parce que le jeûne, ça peut être tout n'importe quoi. J'ai dormi cette nuit, j'ai fait du jeûne. 8 heures. Ok, c'est pas tout à fait pareil que je mange moitié moins de ce que je devrais manger pendant 15 jours, par exemple, ou c'est un jeûne partiel.
Ou j'enlève que le sucre et je fais du jeûne que sur le sucre. C'est encore différent. Ou que les protéines. C'est encore différent. Là, il y a plein de façons de faire différentes. Tout ça, c'est même pas étudié, quoi. C'est juste incroyable. Incroyable de voir comment on peut manipuler. La dernière partie, c'est après la maladie. C'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup aujourd'hui. Et cette partie-là, elle est encore plus confusing. Les Américains, c'est vraiment perturbant pour le cerveau. C'est vraiment parce qu'on est à la fois sur du patient et à la fois sur de la population générale. Quand on s'adresse à des femmes qui ont un cancer du sein, après la maladie, il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein. C'est l'un des premiers cancers. Le cancer de la prostate chez l'homme, il y a beaucoup de cancers de prostate chez l'homme. Et donc, pour autant, ça devient rapidement des grandes études importantes en nombre dans lesquelles on n'est pas loin. C'est difficile de faire du randomisé systématiquement, difficile d'avoir des résultats. Là, je vous ai mis un site que j'aime beaucoup, qui est assez, dans lequel vous aurez toutes les infos, qui s'appelle le réseau NACRE. Ce sont des gens académiques, je dirais. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ils sont avec la Haute Autorité de Santé, l'ARC, toutes les associations qui travaillent avec toutes ces personnes-là. Vous aurez toutes les infos que vous voudrez, à la fois sur toutes les recommandations qui sont publiées et sur tout ce qu'on doit faire après la maladie en termes d'alimentation et d'activité physique. Mais sachez que pour finir, probablement, il n'y a pas un élément, c'est le Graal, c'est un nutritionniste voudrait ou une personne de l'activité physique voudrait qu'en faisant une chose, on n'ait pas de cancer. Ça ne le fait pas comme ça ne le fera jamais, à mon sens, comme ça. J'espère un jour me tromper. Mais c'est un panel, et ça on le voit bien en nutrition, c'est un ensemble de choses. L'activité physique, c'est 1. Ça ne vaut pas 10, ça vaut 1. Comme la sédentarité, ça vaut 1. Comme manger moins de viande rouge, ça vaut 1. Comme les 5 fruits et légumes, c'est pareil. Et c'est cet ensemble de panels qui fait qu'au final, plus vous allez adhérer à cela, plus vous aurez de la chance de ne pas avoir de cancer ou de maladie cardiovasculaire. Et c'est dans ce sens où il va falloir travailler ensemble collectivement pour amener de l'information et de la qualité pour que tout un chacun puisse avoir accès. C'est bien gentil de dire il faut manger ça ou il faut manger ci. Enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas, socialement, économiquement, pour plein de raisons. Et donc, il faut qu'ils puissent trouver aussi d'autres façons de travailler l'information et aller vers de la durée de vie et de la qualité de vie. Voilà. Docteur Sénès, docteur Nino trépigne. Je crois qu'il veut réagir à vos propos. Non, je pense que pour effectivement être sur le sujet de l'activité physique, Pierre l'a très bien dit, il y a des effets de mode et je pense qu'il faut être très informatif aujourd'hui de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Et il y a des dérives sectaires qui ont été mentionnées. On a fait une étude sur des réseaux sociaux sur lesquels les patients se passent des messages en disant potentiellement cette activité physique, vous allez voir, va vous guérir du cancer ou potentiellement prévenir des récidives. Et je pense que là, on est en train de rentrer dans des dérives parce que derrière, c'est finalement soit des abus pour vraiment des dérives sectaires, soit des gens qui ne sont pas très bien formés. Et donc, on a un besoin de professionnels formés pour accompagner, pour dire ce que vient de Pierre très clairement. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Je voudrais juste dire un point sur l'activité physique, c'est le muscle. Le muscle est un élément central. Un patient qui vit plus longtemps avec un cancer ou après un cancer est un patient qui a des muscles. Et en fait, la sédentarité, à cause des traitements ou après les traitements ou par des carences alimentaires, c'est un élément majeur qu'il faut traiter. Et aujourd'hui, c'est vrai que les oncologues ont une focalisation sur la tumeur, c'est leur job de travailler sur la tumeur. Mais à côté de la tumeur, il y a ce patient et notamment son muscle. Et donc c'est la raison pour laquelle Pierre fait beaucoup d'efforts à Montpellier, dans l'ICM et dans certains centres d'oncologie, c'est pas encore ça, à créer vraiment des départements de soins de support sur lesquels il faut en gros regarder évidemment la tumeur, la traiter, mais regarder le muscle parce qu'il vous dit des choses également sur la durée de vie du patient. Vous parliez de dérives sectaires sur les réseaux sociaux, enfin pardonnez-moi, mais quelques cancérologues de renom, tous les 3 mois, livrent des ouvrages sur les recettes gourmandes pour éviter le cancer. Le cancer, vous n'aurez plus peur parce que vous boirez d'abord du jus de fruits. Le sérieux que j'évoquais, que vous évoquiez, je l'entends et l'information, mais vous savez aussi, pardon de le dire ici, dans ce débat autour du cancer, et de l'activité physique, un certain nombre de médecins n'aident pas quand même. Et dirige la population et les gens qui sont ici. Donc c'est peut-être bien de rétablir de vérité. Vous le faites formidablement bien d'ailleurs ce soir. Vous avez tout à fait raison de recadrer aussi mon information. Il n'y a pas que l'information journalistique. Il y a beaucoup de médecins dans notre Dans un journal, je ne pouvais pas faire autrement. C'était difficile quand même. Il y a effectivement beaucoup de médecins de renom qui donnent des informations qui sont erronées.
On parlait tout à l'heure de vaccination, j'en parlais au début, on le sait tous sur la vaccination. Et pareil pour l'alimentation. Et la difficulté, c'est qu'il y a toujours un message de vérité à l'intérieur. Oui. Et c'est très difficile pour novices de comprendre dedans. Et on y est perdu, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous donne des clés là, simples, de gens qui sont très honnêtes et qui vraiment s'accrochent à défendre la vérité en permanence. Docteur. Je pense en effet que ces buzz peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Moi, je le vois au quotidien, notamment chez des enfants qui sont en rechute ou en soins palliatifs, où des parents se font convaincre par, en effet, des médecins nutritionnistes ou tout bêtement des bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux pour dire votre enfant ne doit pas manger de sucre puisque on va cramer la tumeur en lui privant de sucre. Ce qui est quand même chez un enfant déjà un petit peu compliqué, outre le fait qu'un enfant a besoin de sucre quand même pour grandir, pour fonctionner. Mais il y a des parents qui se font embarquer dans ce délire-là. Et je pense que c'est à nous à expliquer que c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est en effet aussi aux médias de jouer ce rôle-là, puisque nous sommes confrontés à ces situations-là. Absolument, vous avez raison de le rappeler, je vais vous laisser la parole. C'est vrai qu'on est trop souvent confrontés, nous, dans les médias, à des experts, dits experts, qui, en effet, vendent ces protocoles miracles pour tous. Et on a besoin, en effet, de décortiquer. Et c'est pour ça qu'on organise, d'ailleurs, ce type de soirée. Nicolas Rem. Oui, non, c'était juste pour appuyer ce qui a été dit, c'est-à-dire sur le fait qu'effectivement, on prend une organisation comme la nôtre à Fondation Arc, il y a tout ce soutien à la recherche, mais il y a aussi ce travail sur les connaissances, et effectivement essayer d'éclairer les choses. Sur la question du jeûne thérapeutique dont on a parlé du réseau NAC. Nous sommes partenaires effectivement de ce réseau. L'année dernière, nous avons organisé un colloque sur le thème de la nutrition et du cancer. A été présenté à l'occasion de ce colloque justement une étude qui avait pour but de faire une bibliographie de ce qui est aujourd'hui produit dans le domaine de la recherche sur le jeûne thérapeutique. Et elle est arrivée effectivement aux conclusions que donnait tout à l'heure le docteur Sénès. Donc c'est vraiment ce besoin d'éclairage aussi par les experts. Il faut s'intéresser aux projets qui sont menés, mais il y a vraiment un très gros travail. Ce sont des sujets qui paraissent très accessibles, que ce soit l'activité physique, la nutrition, l'alimentation, effectivement, se choisir quoi manger, etc. Mais derrière, la production de connaissances fiables s'avère très très complexe et très parasitée malheureusement. Pierre Sénès, vous voulez compléter, puis je laisserai la parole au public. Je voulais juste rappeler que la glycémie était constante dans la journée, donc le taux de sucre qui arrive à la cellule, il est stable, lui. Et du coup, quel que soit le moment, enfin, évidemment, il y a des repas, mais globalement. Et donc, à un moment donné, quand on vous dit faire le jeûne va changer le devenir de la tumeur, c'est juste un concept qui est difficile à imaginer lorsque le taux de sucre ne bouge pas, quoi. Voilà. Et pour prolonger ce que vous dites, la question qui revient souvent dans les débats qu'on organise ou dans les courriers de lecteurs que je reçois ou sur le site, c'est les fruits et légumes, par exemple. Alors bon, 5 fruits et légumes par jour, d'accord, mais là aussi, ça préviendrait certains cancers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Parce que je pense que c'est des questions sur Facebook, on a beaucoup de questions en ce moment autour de ça, par exemple, sur ces sujets. Ben là, le réseau NAC, en fait, ça vient en fait au départ WCRF. Le WCRF, c'est World Cancer Research Fund. C'est un groupe d'experts internationaux. Et derrière, après, toutes ces recommandations mondiales sont déclinées dans les pays, adaptées aux cultures de chaque pays. Et le réseau NAC est là pour nous proposer derrière des recommandations qui tiennent la route. Mais en fait, vous ne pouvez pas sortir une question de son du contexte, si vous voulez. C'est comme un bout de phrase dans un discours. Et ça ne veut plus rien dire, si vous voulez. Si vous sortez que les fruits et légumes, évidemment que ça ne veut rien dire. Mais par contre, si vous dites, oui, mais il faut essayer de manger des fruits et légumes, mais en même temps manger moins de viande rouge, puis en même temps bouger, puis en même temps manger un peu plus de légumineuses, puis passer à l'hydrocé plat, ça a du sens au final. Donc c'est complémentaire. C'est cet ensemble, c'est complémentaire. Vous pouvez piocher, il y a des jours où vous n'êtes pas dans les clous du tout, puis il y a des jours où vous êtes totalement dans les clous. Et puis vous faites ce que vous pouvez pour essayer de répondre à un ensemble et vous adapter au mieux de vos possibilités. Voyez. Merci beaucoup à vous trois. Bien sûr, je vais à nouveau vous laisser la parole. Les questions sont très nombreuses. Je vous rappelle qu'on est en direct sur midi.fr et sur Facebook et beaucoup de réactions. On va d'abord laisser la parole à la salle. Le plus dur dans ce type d'exercice, c'est la première question. Mais vous inquiétez pas, on va vous accompagner sur le sujet. Qui veut poser la première question? Ah, madame, on va vous apporter un micro. Allez-y, prenez un micro. Présentez-vous peut-être pour tout le monde. Marie-Claude Jourdain, mais j'ai pas de titre. Hein. Non, oui.
C'est au sujet du sucre, pour revenir là-dessus, parce que exactement, moi je croyais que le sucre, il fallait le supprimer, que ce n'était pas indispensable à l'alimentation. Alors je parle bien du sucre blanc ou roux, là. Je ne parle pas des glucides, bien sûr, mais le sucre, on m'avait dit, le morceau de sucre dans le café, c'est pas bon. C'est pour ça qu'elle a la diapositive là. Elle n'a pas bougé cette diapositive. C'est bien qu'elle n'ait pas bougé. Parce qu'en fait, là, le sucre, c'est dans la population en général. Les recommandations, c'est effectivement pas de sucre rapide, ou réduire au maximum les sucres rapides. Ça veut dire derrière les céréales raffinées, le pain raffiné, les pâtes raffinées, les plats préparés, le sucre dans les jus, les sodas. Évidemment, on ne va pas réduire, il n'y a pas de cellules tumorales en population générale. L'hygiène de vie générale va avec je marche, je bouge, je fais mon activité physique, je ne suis pas sédentaire. Et cet ensemble de choses, dont le fait de réduire les sucres, fait que j'aurai peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans moins de 30% de risque d'avoir un cancer ou une maladie cardiovasculaire comparativement à la personne qui ne respecte pas l'ensemble, une partie de ces recommandations. C'est différent du patient avec une étude randomisée. Je ne peux pas répondre à cette question de l'étude randomisée. Moi, je ne peux pas recommander ça. Il n'y a pas d'étude, sucre ou pas sucre. Ça n'existe pas. Ça fait partie du jeûne. Voilà. Oui, je pense que c'est important de bien rappeler que on a tous, en tant qu'être humain, une façon de synthétiser en disant ce cas-là, cette singularité, fait finalement la généralité. Et donc on est tout le temps dans cette position-là. Et donc écrire des livres et que ces effets de mode arrivent, ce sera naturel et vous recevrez très régulièrement des gens qui vont vous vanter tel ou tel produit. L'évolution scientifique de notre domaine est d'une part que l'activité physique, on a commencé à faire des études rigoureuses interventionnelles pour le faire très schématique. On a essentiellement travaillé dans les années, fin des années, on va dire 90 et début des années 2000 sur les mécanismes et essentiellement sur la physiopathologie. Et donc, étudier les problèmes et les mécanismes, c'est intéressant, mais étudier les solutions devient... Donc, la science actuellement des solutions est en train de remplacer la science des problèmes, strictement que la science des problèmes. On étudie le problème. Et donc, ce qui veut dire que ces solutions, on va cumuler plusieurs cas de patients, on va les compiler dans ce qu'on appelle des méta-analyses. Et tout d'un coup, ce n'est pas une étude qui prouve si ça marche ou pas, si c'est efficace ou pas, mais c'est plusieurs études du monde entier et qui conduisent à ce que des sociétés savantes qui connaissent que l'INSERM, je sors de 2 ans de travaux avec l'INSERM, pour faire des recommandations qui ne sont pas une personne, mais c'est 20 chercheurs, de à peu près peut-être une soixantaine de chercheurs qui ont travaillé sur un sujet particulier sur lequel on arrive à faire des recommandations. Et je pense que c'est une évolution d'aller de plus en plus vers la science des solutions et des solutions qui marchent et des solutions sur lesquelles on ne sait pas et il vaut mieux rien dire plutôt que de commencer à manipuler des gens. Et le deuxième point important, rapide, c'est que l'activité physique, comme la nutrition, était essentiellement déclarative. C'était essentiellement du questionnaire. Et aujourd'hui, grâce aux études qui sont financées aussi par les grands groupes de recherche ou les grandes fondations, c'est aussi de dire qu'on peut mesurer l'activité physique avec des podomètres, avec des altimètres, et ça va changer beaucoup les choses. C'est pas que du déclaratif, c'est aussi de la réalité de ce que la personne fait. Allez, une autre question. Madame Sylvie, s'il vous plaît. Oui, donc je suis Ingrid Ulrich, j'ai un cancer du sein et je suis soignée à l'ICM de Montpellier. Je suis également présidente d'une association qui a pour objectif d'inciter les femmes malades à reprendre une activité sportive, notamment par le stand-up paddle. Donc ma question est la suivante. On sait maintenant que les activités physiques donc, ont un bienfait pendant les traitements, mais également après. Mais comment ça se fait qu'à l'ICM, pendant les traitements, on ne nous conseille jamais de faire du sport, même bien au contraire, on nous interdit d'en faire. Enfin, notamment, ça a été le cas pour moi. Docteur. On a réalisé une étude avec Pierre à l'ICM et on a été très surpris sur le cancer du sein avec un programme d'activité physique, donc une étude spécifique pour voir si on avait un effet anti-fatigue. Tout le monde dit aujourd'hui dans les médias, etc., qu'après les traitements, il faut absolument reprendre une activité physique. Tout le monde le dit, tout le monde le fait. Et donc on a fait un tirage au sort entre un programme qui était supervisé pendant les traitements ou faites ce que vous voulez. Et puis ensuite on a dit, une fois que les traitements sont terminés, on va voir ce qui va se passer. On est extrêmement surpris, mais bluffé que finalement
on arrête de proposer des programmes durant les traitements, et bien finalement, après les traitements, il y a une réduction de l'activité physique sur le groupe de femmes qui avaient un cancer du sein et qui ont fait de l'activité physique supervisée, et aussi sur le groupe contrôle. Donc ce qui veut dire un message important, et c'est pour ça que votre association est remarquable, de dire que c'est bien un soin qui doit être durable et que comme un traitement que je prends au quotidien parce que je suis malade, l'activité physique devient quelque chose qui doit être progressif. Alors pourquoi ça n'y est pas encore l'ICM ? Eh bien parce qu'il faut à peu près 300 mètres carrés, il faut des personnels qui doivent être réalisés, et donc Pierre va en parler mieux que moi, puisque c'est lui le responsable du département de soins de support, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place. C'est-à-dire que, et en 2021, il y aura une structure qui sera dédiée, mais vous imaginez le temps de la recherche conduit à un temps de la régulation et de l'administration, et puis le temps de la construction d'un bâtiment, et donc effectivement, ça prend du temps. Donc c'est très bien que vous ayez ce genre d'initiative, d'association pour continuer, parce qu'on est qu'au début de l'aventure. Madame. Oui, mais je ne parlais pas forcément d'avoir une structure au niveau de l'ICM. Il y a beaucoup d'associations maintenant qui proposent ce genre d'activité adaptée. Et moi, ça a été formel pendant les traitements. Aucun sport. On m'a dit à la rigueur, marcher une demi-heure, à la rigueur. Voilà, moi, je fais du sport à haut niveau. Du jour au lendemain, on m'a dit, vous arrêtez tout, vous posez votre rame. On ne fait plus rien. Alors qu'on sait que la rame est bénéfique en plus pour les femmes qui ont un cancer du sein. Donc voilà, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas encore dans les clous, qui ne sont pas formés. Docteur Sénès. Votre remarque est intéressante parce que c'est tout à fait en accord avec l'évolution des soins de support. À la fois, il y a dans les soins de support des preuves, quelquefois, des fois pas de preuves. Est-ce qu'il faut faire pour toutes les femmes qui ont un cancer du sein de l'activité physique soutenue ? Je ne sais pas. Est-ce que la rame est autorisée pour... est-ce que ce type d'activité physique particulier va à toutes les femmes qui ont un cancer du sein ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que certaines vont faire des lymphodèmes s'il y a eu un curage axillaire, par exemple, et que la rame va favoriser ce type d'handicap. Vous voyez, donc ce type de questionnements ne sont pas du tout étudiés dans les études réalisées. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une amélioration de la survie lorsqu'on fait une activité physique soutenue ? Ce qui est sûr, c'est que la seule recommandation, à mon avis, que je connaisse, et qui est un peu, et encore, on manque de données en études randomisées, ça concerne les femmes qui ont un BMI, un index de masse corporelle supérieur à 25 et qui sont atteintes d'un cancer du sein. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le tissu adipeux est plus important, fabrique plus d'œstrogènes et il y a plus de risques de second cancer et de récidive. Donc l'activité physique aujourd'hui ne devrait être recommandée que pour les femmes en systématique, pour les femmes qui ont un cancer du sein avec un IMC supérieur à 25, adossé à un conseil diététique avec une professionnelle qui recommande en même temps une alimentation équilibrée. Et c'est cela qu'il faudrait arriver à mettre en place et que nous ne sommes pas capables de faire à Val d'Orel. Parce que derrière, il y a des coûts. Il y a des coûts d'établissement, il y a des coûts de structure, il y a du nombre. Il y a beaucoup de femmes qui ont un IMC supérieur à 25. On est en train de mettre en place les programmes et actuellement, on est en plein dans la réflexion pour l'après-cancer. Comment on fait, comment on gère l'ensemble des personnes. Ça va nécessiter de former les médecins. Les médecins ne sont pas formés. Il faudra un adressage. Il faut savoir comment on les dépiste. Quels outils on met en place, quelles équipes, quels professionnels. Aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà. On y viendra très rapidement. Ça va se faire dans les mois à venir, je pense. Mais c'est une vraie remarque. Merci. Je propose de passer à une autre question. Une autre question dans la salle, peut-être ? Oui, bonsoir. Oui, madame, pardonnez-moi. Donc, moi, je suis une soignante en onco-hématopédiatrique. J'ai travaillé 20 ans à Montpellier. Donc, effectivement, on a développé les soins de support, l'APA, la socio-esthéticienne, etc. Mais c'est tout, en fait, financé par des dons et des associations. Et donc, moi, je suis vice-présidente d'une association Douceur pour tout ce qui est socio-esthéticienne. Mais c'est épuisant, cette recherche de dons. Hein. Et donc, en fait, nous, on se retrouve confrontés à des petits-enfants qui, un jour, on se dira, l'APA, c'est terminé parce qu'il n'y a plus de dons. Il n'y a plus de socio-esthéticienne parce qu'il n'y a plus de dons. Alors, moi, ma question, je sais bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais comment, dans un CHU où on sait aujourd'hui ce que vous êtes en train de dire, que ça va éviter les récidives, etc., on n'est pas capable de financer un poste de socio-esthéticienne, un prof de sport, des choses qui sont quand même objectivement importantes, puisqu'il y aura... Alors certes, il y a un coût maintenant, mais on va éviter de la récidive, etc. Donc moi, j'avoue que cette course aux dons... Alors je connais cette association sur Marseille, c'est extraordinaire, et que voilà, il y a
il y a un apport énorme, mais toutes les villes, même si elles veulent, il y a aussi ça, c'est qu'il n'y a pas forcément les structures associatives. Et puis, cette recherche de dons, les associations, tous les prestataires, les Rotary, etc., ils vous soutiennent 1 an ou 2, puis après, ils veulent un nouveau projet. Et en fait, la pérennité de ces projets, on n'arrive pas à l'avoir. Donc voilà, c'était juste une remarque que je trouve importante parce qu'on s'épuise dans la recherche. Et je crois qu'il y a des réponses. Vous trois, messieurs, docteur Herschel, je vous en prie. Donc, très brièvement, puisque Pierre Sénès est très désireux de répondre aussi, il est clair que notre programme à Marseille a pu se développer grâce aux dons de nombreuses associations et d'autres partenaires. Il n'empêche que l'ARS PACA, Agence régionale de la santé, a progressivement compris que cette initiative valait le coup et nous a progressivement soutenus de façon importante. Donc j'espère bien que les autres ARS suivront cet exemple. Il n'empêche que la majorité de nos fonds viennent de sources caritatives et c'est la moitié du boulot de notre directeur fondateur de Sourire à la vie et puis de ma part aussi. Alors là, je vais répondre en partie parce que là, j'ai une réponse pratique pour ça. Et la réponse pratique, elle est de mon expérience en nutrition. Quand je suis arrivé à Val d'Orel, j'étais seul. Il n'y a pas de diététicien, j'avais personne pendant 10 ans. Puis on a créé un poste d'interne, un poste d'assistant, un médecin, 5 diététiciens, tout ça. Je ne l'ai pas financé sur des dons. C'était impossible d'aller chercher des financements comme ça. Je l'ai financé sur la structure. Oui, c'est vrai que j'ai appris à faire du financier. C'est-à-dire que j'ai appris la comptabilité, comment compter, comment coder, comment rentrer des codages, comment financer des activités. J'ai appris à faire des audits, je ne savais pas, j'ai appris à faire des audits. Je suis devenu une espèce de... des fois, je me demandais si j'étais encore médecin. J'étais un truc un peu mouton à 5 pattes. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la structure, et vous dites qu'il faudrait une structure, c'est pas une obligation. Moi, je vous dis que si, c'est une obligation. Simplement, il faut que les structures soient calculées sur des modes de financement dont les parties qui gagnent des finances payent pour celles qui ne gagnent pas. Et c'est à prix coûtant pour l'ensemble. Mais quand on crée une activité isolée, ça ne marche pas. C'est comme pour la nutrition, c'est comme pour l'activité physique. Une activité isolée ne marche pas. C'est-à-dire que la nutrition gagne de l'argent. L'activité physique n'en gagne pas. C'est pas très grave. Je vais créer une structure où il y aura de la nutrition et de l'activité physique. L'un gagnera pour l'autre. Oui, mais il y a besoin de assistance sociale, elle ne gagne pas d'argent, c'est vrai. Mais le soin palliatif, il en gagne, parce que nos systèmes financiers sont faits de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a de l'argent dans le soin palliatif pour les patients malheureusement métastatiques, etc. Mais ce n'est pas très grave. L'activité de soins palliatifs paiera pour le social en même temps. Donc quand on crée la plateforme, on crée une plateforme où il y a tous les soins de support, ceux qui gagnent paient pour ceux qui ne gagnent pas. Ça doit être à prix coûtant. Vous débrouillez pour que ce soit à prix coûtant. Et il faut embaucher, évidemment, les hommes pour faire le travail. Nicolas Rem et puis Dr. Oui, ça va être très rapide, mais c'est vrai, effectivement, forcément, je peux que rejoindre Madame sur l'importance de la générosité du public. Nous, tout ce que l'on finance aujourd'hui, tous nos programmes de recherche que l'on soutient ne peuvent être soutenus que parce que nous recevons des dons et des legs. Donc la question aussi qui se pose souvent, c'est la question de pérenniser, effectivement, après avoir financé ces projets. Nos financements peuvent venir en complément de fonds publics. On n'est pas forcément le seul financeur sur les projets. Et sur la question de la pérennisation, effectivement, c'est la question de l'évaluation aussi, évaluer le bénéfice de ces actions. Donc, on parle beaucoup de projets, mais on parle aussi beaucoup d'évaluation de ces projets, de publication de résultats, d'interprétation de ces résultats, pour de façon à pouvoir effectivement après transformer toutes ces avancées, tout cela dans des choses durables et pérennes dans la prise en charge. Docteur. Je sais à quel point c'est effectivement difficile parce que vous devez vous battre tous les jours et vous êtes dans une certaine précarité, c'est vrai. Mais on va publier un papier, un article sur le bulletin du cancer pour faire le point sur activité physique et cancer. Mais il y a 20 ans, il n'y avait rien. Il y a 20 ans, l'activité physique n'existait même pas. On parlait de radiothérapie, de chimiothérapie et de chirurgie. Ça n'existait même pas. Les études scientifiques étaient juste, c'est du loisir, c'est accessoire, ça ne sert à rien. Donc c'est vrai que c'est lent, mais il y a un magnifique rapport de l'Académie de médecine, je pense que si vous avez l'occasion de le télécharger, sur la culture de la prévention en France. On n'a pas du tout la culture de la prévention en France basée sur la science. On est uniquement des intuitifs et cette révolution-là, elle est importante et on est en train de changer en gros d'un modèle qui était tout pour le cure
un modèle pour le care, pour le soin. Et donc cette transformation se passe de façon importante et significative. Et ce qui est en train de faire changer les choses, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre, il y a quelques études aujourd'hui coût-efficacité sur lesquelles on prévient par exemple des récidives de cancer et donc on va faire des économies et donc les soins de support et la prévention tertiaire est en train de montrer qu'on va faire des économies à la fois de nouvelles hospitalisations, de nouveaux traitements et autres, et que ces calculs de coûts globaux, c'est-à-dire en plus des études médicales, il va y avoir des études coût-efficacité qui vont commencer à montrer que c'est important et que clairement ça va pérenniser les modèles économiques des structures qui vont être associées, dont les vôtres. Très vite, parce que Oui, très vite, on est totalement d'accord en fait. Simplement, c'est les modes de financement français qui sont trop complexes et pas adaptés aux structures. Et partiels. Personne n'a une vision territoriale et ça, c'est catastrophique, si vous voulez. Allez, je passe à une autre question. Question dans la salle. Monsieur, vous en prie. Oui, bonsoir, Dominique Ferron. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir 4 cancers ou récidives et je suis encore là à peu près en forme. Et je voulais rebondir sur ce que disait Madame tout à l'heure, parce que donc, au cours d'une récidive, j'ai eu un curage ganglionnaire à Val d'Orel, et on m'a remis gentiment un petit livret concernant le cancer du sein de la femme, où il y a marqué qu'il ne faut pas porter une pile d'assiettes, qu'il ne faut plus faire de jardinage, qu'il ne faut plus bricoler, enfin bon, il ne faut plus rien faire. Donc on est complètement à l'inverse de votre discours. Et sur le petit questionnaire qu'on nous a remis, donc... je souhaiterais qu'un des prochains thèmes soit la communication entre médecins. Parce que ce que vous dites, c'est formidable. Mais il faudrait que peut-être vos collègues aient au moins une once de réflexion ou d'information à propos de l'activité physique après ou pendant. Et même chose à Saint-Éloi, on est très bien à Saint-Éloi, en dermato, il y a une jolie petite salle qui pourrait être une salle d'activité physique, malheureusement c'est juste un salon de lecture. À Guitchoyac, pareil, la deuxième récidive a été une tumeur au cerveau, soignée par radiochirurgie et immunothérapie, même chose, il n'y a pas d'activité physique. Donc moi c'est surtout la question de la communication entre médecins qui m'intéresserait. Docteur. C'est exactement la notion de culture et de changement de culture complet. Ça vaut pour les médecins, ça vaut pour les équipes de soins de support, ça vaut pour les infirmières, ça vaut pour l'affichage. À Val d'Orel, un de mes étudiants est allé voir concrètement quels étaient les messages qui étaient donnés à l'ERI, à la structure qui accueille les patients et qui informe les patients. Et sur l'activité physique, c'était complètement en bas et en disant bougez plus, effectivement, avec des choses qui sont anachroniques. Mais je pense qu'on va gagner très rapidement, en particulier avec les nouvelles technologies, avec des informations bien plus personnalisées, et que ces papiers qui coûtent cher et qui sont souvent jetés dans tous les sens vont également changer la culture des médecins qui vont aussi, oncologues, être beaucoup plus spécialisés. Mais attention, ce qu'il va falloir changer également, c'est la culture des patients. Et je pense que notre étude APAD, moi vraiment, je vous le dis comme je le pense, sur l'étude montrant on fait des programmes d'activité physique supervisés pendant les traitements et on arrête la supervision et il y a une réduction significative de l'activité physique pendant l'année qui suit de façon significative. Je crois que cette culture, elle est effectivement pour les équipes médicales, pour les équipes de soignants, pour les équipes paramédicales, pour les médecins généralistes et pour potentiellement aussi les patients et les associations de patients. Et donc là, il n'y a ici que des convaincus. Donc je prêche des convaincus. Mais il est bien clair que cette culture-là, il va falloir aussi qu'elle change au niveau des patients. Et en disant, c'est bien un soin qu'il va falloir continuer au long cours et c'est pas uniquement du loisir. Et c'est pas uniquement bouger plus. Une autre question. Frédéric Giraud, enseignant en activité physique adaptée. J'interviens dans un hôpital, sur un autre département, et je souhaitais apporter juste mon témoignage et surtout apporter le témoignage des patients qui, après une prise en charge en réhabilitation, donc moi j'interviens en fait pour des cancers en fait au niveau du système respiratoire et en fait les patients sont surpris au départ par la prise en charge en activité physique adaptée, c'est-à-dire que on apprend au fur et à mesure à être
à sortir de la passivité pour aller pour être actif en fait et être acteur de sa santé. Et ça surprend dans un premier temps. Et ensuite, démarrer une activité physique quand on est sédentaire depuis très longtemps, c'est pas simple. Donc il faut beaucoup de pédagogie. Il faut un savoir-faire. Effectivement, j'ai été formé à l'université, à l'UFR STAPS de Montpellier, et j'en suis très fier parce que la formation est très complète. Et au jour d'aujourd'hui, en créant un binôme avec le patient, on arrive à répondre à des questions parfois complexes pour le patient parce qu'il faut qu'il soit actif. Il comprend au fur et à mesure que cette activité physique doit faire partie de sa vie, qu'il doit la pratiquer d'une façon régulière. Et au bout de 4 semaines de prise en charge à l'hôpital, de lui-même, et aussi aidé par les autres patients parce qu'ils se cooptent entre eux. En fait, l'avantage, c'est que quand un patient va sortir de 4 semaines de prise en charge à l'hôpital, souvent il prend en charge les nouveaux en lui disant, tu sais, moi j'ai vécu ça pendant 4 semaines, c'est extraordinaire, ça a changé ma vie, et au jour d'aujourd'hui, je vais mettre en place une activité physique par rapport à ma pathologie. Et dans le cas de la prise en charge tertiaire, je vais changer ma façon de voir les choses, je deviens actif. Et pour reprendre un petit peu, c'est vrai que j'entends dans les services où je vois que l'activité physique adaptée est pas forcément évident à mettre en place à l'hôpital. Moi, je travaille avec un docteur, le docteur Henry, qui est pneumologue et qui s'est battu pour que cette réhabilitation puisse continuer. Au jour d'aujourd'hui, le service est en voie d'extinction, et donc on voit bien que la problématique de gestion est très compliquée pour les patients, et les patients vont devoir changer de lieu maintenant, parce que ce sont des patients qui peuvent venir tous les ans, et donc c'est vrai que voilà, si je peux faire partager mon expérience pour des associations, ou voilà, je me tiens à votre disposition en tout cas. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame. Le fameux témoignage tant attendu, et surtout peut-être une question, madame. Non, j'ai une question. Vous avez évoqué le sport sur ordonnance. Où en est-on aujourd'hui? Alors, donc, il s'agit d'un décret qui a été voté en 2016 dans le cadre de la nouvelle loi santé et dont l'application est officielle depuis le 1er mars 2017. Mais, dans ce document, on précise que le médecin peut prescrire de l'activité physique adaptée. Peut. C'est très conditionnel. 2, le texte cible surtout les malades graves, alors que vous avez compris qu'on vient de vous parler surtout du début de la maladie, et que l'activité physique, elle est surtout importante dès le début de la maladie et pas à la fin quand c'est grave. Et 3e élément, c'est que le décret ne donne aucune indication financière. Donc, tout simplement, il y a une prescription possible du médecin, mais le tuyau financier pour aller dans une association, pour aller dans une structure hospitalière, pour l'instant, c'est du bricolage. Donc, le signe est très très fort, et c'est un des premiers pays au monde à avoir dit qu'on allait prescrire de l'activité physique adaptée chez des malades chroniques. Donc c'est remarquable. Maintenant, c'est un outil juridique qui est allé trop vite par rapport au contenu, et je pense que dans quelques années, les financiers qui sont là pour réfléchir au bon modèle de remboursement et de prise en charge et d'aide pour les patients vont amener effectivement à cela. Mais clairement,
La réalité, c'est que on est dans une hétérogénéité française et qu'il y a de bricolage qui a démarré. Et donc, c'est Strasbourg qui était au départ à l'initiative avec le docteur Fels qui a démarré ça sur Strasbourg. Mais pareil à Strasbourg, hein, on peut l'interroger. Il n'y a rien qui se passe après la prescription. Et débrouillez-vous. Donc, on accompagne un peu les patients, mais ça reste du bricolage, comme vous l'avez dit toutes et tous. Mais c'est quand même une profonde évolution. Et je pense qu'en 2019, il va se passer beaucoup de choses dans le cancer. Docteur. Il faut quand même essayer de trouver un fil rouge parmi tous les commentaires là, et je pense qu'en effet, en tant que médecin, pas tout le monde n'est déjà convaincu ou a été formé ou a connaissance de cause. Parmi les patients, pareil. Les pouvoirs publics commencent à réfléchir et à être convaincus dans un domaine qui est relativement récent. Et moi, je trouve quand même que ce décret, même s'il n'est pas encore applicable ou moyennement applicable, c'est une sacrée avancée. Et dans 10 ans, on va être dans un terrain qui va être quand même très très important pour les patients et qui nous mènera à quand même une transformation de notre prise en charge. Et vous en êtes plus que conscient, bien sûr. Et c'est une avancée phénoménale. Nous sommes dans un début d'un territoire à développer, qu'on a beaucoup développé, vous en premier. Et dans 10 ans, on aura, j'espère de nouveau, une soirée comme ce soir, et où on aura un autre champ de travail par rapport à maintenant. C'est exactement le sens de mon propos. Hein. C'est vraiment, j'étais très positif en disant c'est une évolution remarquable. On est le premier pays du monde à le faire. La question, c'est quel est le modèle économique derrière pour que les patients en bénéficient et en fonction de situations de précarité, de distance des centres hospitaliers, etc. Il faut mettre en œuvre des choses, mais par contre, des initiatives sont aujourd'hui en train de se mettre en place partout en France. La question, c'est que c'est pas encore très égalitaire à la fois sur le plan géographique et sur le plan économique. Il est près de 20h20. On va mettre fin à cette rencontre en remerciant nos 3 invités. Nicolas Rem, je vais vous passer le micro pour conclure cette soirée organisée à Midi Libre en partenariat avec l'ARC, ou du moins l'ARC et Midi Libre. Je vous en prie. Oui, bien, merci déjà à tous pour la qualité de vos questions, la qualité de vos interventions aussi à vous 3. Le sous-titre de ces conférences, c'est La recherche avance. Donc j'espère qu'on a montré ce soir combien la recherche était dynamique sur ces questions des soins de support, de l'activité physique, de la nutrition aussi, thème que nous avons pu élargir ce soir. Voilà, donc merci, un grand merci à tous. Merci également au journal Midi Libre pour son accueil ce soir et l'accompagnement dans l'organisation de cette soirée. Et puis on vous propose de continuer les échanges autour d'un pot de l'amitié. Et voilà, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut prolonger le débat, évidemment, dans la grande salle. Un compte-rendu de ce débat donc dans les prochains jours dans Midi Libre. Et puis j'imagine que si certains d'entre vous ont des questions plus spécifiques sur ces sujets, pourront peut-être vous les faire passer. Oui, tout à fait. Il n'y a aucune difficulté. Vous pouvez nous contacter par le site internet de la Fondation ARC sans problème. Et puis vous avez également à votre disposition des publications qu'on a éditées sur ces sujets. Notamment, nous avons lancé une collection il y a 1 an qui s'appelle la collection Mieux Vivre, qui s'adresse plus spécifiquement aux personnes atteintes d'un cancer. Donc c'est des questionnements pendant et après la maladie. Et nos 2 premiers titres ont été Bouger et À table. Voilà. Merci Nicolas Rem. Merci beaucoup. Bonne soirée.